Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette interview avec Anna Lobanova qui va nous parler de l'e-commerce en Russie. Alors, Anna, je te laisse te présenter. Tu es une spécialiste du marché russe et peut-être que tu peux me dire quelques mots sur ton agence Daskkeeper et ce que tu fais dans le cadre de ton agence. Bonjour Franch, oui, je m'appelle Anna Lobanova, effectivement. Je travaille dans l'agence de Skipper depuis un an. J'ai travaillé pendant longtemps, notamment 8 ans chez Yves Rocher, dans le groupe Rocher et pour la marque Dr Pierrico. J'ai travaillé d'abord à Moscou pendant 3 ans et après, pendant 5 ans, j'ai travaillé comme responsable web marketing pour la marque Dr Pierrico. Donc, j'ai développé le marché russe. On a commencé par le développement de la plateforme logistique à Moscou et après, on a terminé justement par tous les processus bien établis avec une très bonne structure qui se trouve à Moscou et qui se trouvait à l'époque à Yaroslav, notamment à Bertelsmann, d'où on envoyait nos colis par la poste. Très bien. Alors, peut-être que, avant d'aller plus loin, tu peux me donner quelques éléments de contexte par rapport au marché russe pour bien comprendre ce marché russe. Quelques chiffres et puis les tendances essentielles qui font la spécificité du marché russe. Je vais commencer par quelques chiffres. On va commencer peut-être par le chiffre le plus important. En Russie, il y a 85 millions d'utilisateurs et on se trouve après l'Allemagne et la France. L'Allemagne et la France, ce sont des marchés qui sont très matures et très développés au niveau du e-commerce. Donc, tu peux imaginer qu'aujourd'hui en Russie, c'est vraiment l'expansion du e-commerce parce que les gens, ils sont vraiment sur Internet pour toutes les choses. Donc, le deuxième chiffre que je pourrais te donner, c'est 30 millions de e-shoppers. Donc, 30 millions de e-shoppers, comment on peut comparer ce chiffre? On peut par exemple parler de la France, où il y a 36 millions de e-shoppers. Donc, ça veut dire que pour la Russie, il y a un super grand potentiel aussi des gens qui vont se mettre à acheter sur Internet. Donc, évidemment, pour les entreprises européennes, c'est le moment d'y aller pour partager, au partage, je dirais, du gâteau du e-commerce. Très bien. Encore un autre chiffre que je pourrais te donner aussi, c'est 30% des e-shoppers se trouvent à Moscou. Donc 30%, c'est énorme par rapport à toute la Russie, évidemment. Après, les régions représentent quand même une partie très importante. Et c'est pour ça, quand on rentre sur le marché russe, il faut penser évidemment à la partie centrale de la Russie, parce que c'est là où il y a l'argent. Mais par contre, il ne faut pas oublier quand même les régions, parce que les gens qui habitent dans les régions, ils sont très avides de toutes les innovations des marques qui peuvent peut-être pas acheter dans leur région. Donc, ne pas oublier les régions non plus, malgré le fait que beaucoup de choses qui sont concentrées à Moscou. Très bien. Alors, sinon, faut-il parler russe pour pouvoir faire de l'e-commerce en Russie? Je dirais pour peut-être les premières étapes, peut-être c'est pas vraiment nécessaire de parler russe, mais ce que je dirais, c'est que c'est très important d'être entouré par des Russes, par des spécialistes, par des experts qui sont soit sur place, soit peut-être dans vos équipes locales, mais il faut que ce soit une équipe qui pourrait être non seulement russophone, mais aussi comprendre la mentalité. Parce que malgré notre rapprochement entre les pays, la mentalité des Russes est un peu différente quand même. Donc il y a des choses, même dans le business ou dans la vie quotidienne, qu'il faut connaître et ne pas faire des fautes et des erreurs pour que la relation soit vraiment efficace, intéressante et riche. Très bien. Et sinon, ce que je te propose, c'est qu'on se pose d'abord la question, parce qu'on parle d'e-commerce, hein. L'e-commerce ne nécessite pas forcément un site marchand, il y a aussi des marketplaces. Et est-ce qu'il faut impérativement un site web ou est-ce qu'on peut débuter par, par des marketplaces? Donc après, ça dépend de quoi on parle. Donc il y a évidemment des pure marketplaces, je dirais là où il y a juste la place de marché, ça veut dire qu'il n'y a que les marchandises qui sont proposées, mais tout le service de A à Z doit être effectué sur ton site. Donc dans ce cas-là, évidemment, la création du site en Russie est indispensable. Mais par contre, il y a pas mal de plateformes de vente qu'on appelle aussi des marketplaces où tous les services de A à Z, en commençant par la promotion et en finissant par la logistique, est effectué par la plateforme elle-même.
Et dans ce cas-là, évidemment que ces marketplaces peuvent être utilisés comme le step numéro un dans le développement de votre business. Donc, du coup, c'est vrai que c'est possible que ce soit vraiment la première étape, mais je pense que ce n'est pas une stratégie à long terme. En plus, si on parle des marques pas très connues, je pense que la problématique avec les marketplaces très importantes et où il y a vraiment du succès, le problème, c'est comment pénétrer ces marketplaces. La place peut être vraiment très chère et ces marketplaces recherchent aussi des marques qui ont beaucoup de notoriété ou qui ont un grand potentiel pour cette notoriété. Donc, du coup, moi, je dirais que il y a deux côtés. C'est que c'est comme agence, comme notre agence, par exemple, nous, on pourrait étudier vraiment quel est le potentiel pour la marque et après voir ce qui est possible au niveau des marketplaces. C'est vrai que ça peut être une solution, mais ce n'est pas une solution pour tout le monde. D'accord, très bien. Et alors, si on considère justement ces marketplaces pour une partie des personnes, les principaux avantages qu'on peut avoir justement, de quel ordre ils sont? Moi, je dirais, l'avantage principal, c'est qu'on peut éviter peut-être quelques premiers pas qui sont très complexes. De toute façon, il faut passer certaines étapes qui sont inévitables, par exemple la certification des produits, des choses comme ça. Ça dépend aussi des catégories de produits que les marques vont vendre. Mais on peut quand même griller quelques étapes. Et ça, c'est un avantage. Après, on s'occupe plus de la promotion. Donc, il y a vraiment un côté positif dans ça. C'est que juste, c'est une étape pour toucher le marché, pour essayer de comprendre ce qui se passe sur le marché, pour comprendre quel est le public sur le marché, etc. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il y a des commissions. On peut ne rien gagner. On peut avoir les réglementations qui sont tellement strictes qu'on ne peut pas sortir juste parce que il y a des contrats qui ne le permettent pas. Donc voilà, il y a l'inconvénient, c'est que parfois ça peut être compliqué et presque inaccessible, D'accord, très bien. qui peuvent être très strictes. Et alors, continuons à considérer le cas où on se concentre sur une marketplace ou plusieurs marketplaces. Est-ce qu'il faut quand même déposer son nom de domaine en .ru? Oui, moi je dirais oui, parce que moi j'ai rencontré déjà des gens qui ont eu des problèmes avec la marque qu'ils ont déposée et après quand ils ont essayé d'ouvrir un site, ils avaient des problèmes parce que les cybersquatteurs, ils ont déjà pris le nom de domaine et donc du coup ils n'arrivaient pas à payer une somme normale, on va dire, parce que c'était vraiment du chantage. Donc du coup, il faut faire attention à ça. Aujourd'hui, évidemment, il y a beaucoup d'organismes qui essaient de contrôler cette situation. Par exemple, aujourd'hui, c'est impossible d'acheter la marque Coca-Cola, par exemple, impossible. Mais par contre, il y a des petites marques, peut-être qui ne sont pas très connues. S'ils déposent d'abord le nom de marque auprès du pouvoir russe et du gouvernement, donc du coup, après, les cybersquatteurs, tout de suite, ils peuvent acheter tous ces noms de domaine. Donc c'est pour ça, il vaut mieux, le conseil que je pourrais donner, il vaut mieux d'abord acheter des noms de domaine et après déposer la marque, et pas l'inverse. D'accord, très bien. Et alors, quand on parle de marketplace, en Russie, est-ce qu'on trouve Amazon? Est-ce qu'on trouve eBay? Ou, est-ce qu'il y a aussi d'autres marketplaces importantes, équivalentes, sur lesquelles, il est important de se positionner? Mmh. En général, ce que je veux dire, c'est que en Russie, le trafic, il est très différent du trafic en Europe. Le trafic en Russie, il est concentré sur les plateformes qui n'ont rien à voir avec les plateformes francophones ou européennes. Par exemple, quand on parle de la Russie, c'est pas Facebook et Google. Quand on parle de la Russie, on parle des réseaux sociaux comme Contact et Odnoklassniki, et on parle aussi de la plateforme Mail Group qui regroupe justement des services différents. Donc voilà. Et Facebook n'est pas du tout à la première position parmi les réseaux sociaux en Russie. Donc quand on parle des marketplaces, effectivement, Amazon il est présent, eBay est présent, mais par contre, ce ne sont pas les premières positions parmi les marketplaces. Donc en Russie, il y a ses propres marketplaces qui sont très connus, et notamment quand on parle justement des plateformes, par exemple, je ne sais pas, Valberis, qui est un success story en Russie, là, on peut être présent avec les produits prêts à porter, par exemple. Après, il y a d'autres marketplaces et qu'on choisit en fonction du produit que nous avons à disposition, comme par exemple Zefourniche. Ça, c'est un marketplace pour
les produits de décoration, pour les objets maison, pour les meubles, c'est le secteur aussi qui prend une place assez importante parce que les gens, ils ont commencé à acheter les meubles par Internet. Après, nous avons aussi une autre marketplace qui s'appelle Poudra. Ça, c'est le marketplace pour les produits cosmétiques où nous avons Coupivip, qui est équivalent de vente privée en France. C'est une marketplace qui est très connue pour la prêt-à-porter, par exemple. Donc, la conclusion que je pourrais faire, c'est que de nouveau, c'est cas par cas. Et si l'entreprise hésite et ne sait pas comment faire l'entrée en Russie. Donc, du coup, il faut étudier ça avec des gens, des experts comme nous, pour essayer de voir quelle pourrait la stratégie. Est-ce que c'est nécessaire de passer par un marketplace ou il vaut mieux lancer un site en propre. Après, le problème, c'est que c'est aussi dans mon travail de prospection des entreprises, surtout en France, ce que je vois, c'est qu'il y a des petites marques qui ont un grand potentiel, mais le portefeuille n'est pas très élargi. Dans les cas comme ça, c'est vrai que c'est difficile de créer un site avec une dizaine ou vingtaine de produits, c'est pas suffisant. C'est vrai que le portefeuille doit être assez élargi, la base doit être assez solide pour pouvoir vraiment créer un site en propre. D'accord, très bien. Et alors, considérons maintenant, justement, très belle transition, le cas de figure du site internet. Quels sont les points clés à considérer sur un site internet pour qu'il soit performant? Déjà, le trafic. En Russie, il y a Google, mais est-ce qu'il y a que Google comme en France quasiment, ou quels sont les autres moteurs de recherche qui génèrent du trafic? Donc, si on parle vraiment du trafic sur les moteurs de recherche, évidemment, on ne parle que de Google, mais on parle aussi de Yandex. Quand j'ai commencé mon activité vraiment dans le domaine digital il y a 8 ans à peu près, je me souviens que la part de Google, c'était à peu près 20% des 100% du search payant. Aujourd'hui, c'est 50-50. Ça veut dire que si on se réserve que Google, bah, du coup, on perd 50% de tout le trafic. Ça veut dire ce qu'il faut retenir, c'est que de nouveau, on revient à notre question de départ, c'est qu'il faut que l'équipe soit russophone, il faut que l'équipe comprenne quels sont les enjeux justement par rapport à la population russophone et comment être présent sur Google et Yandex en même temps. Parce que Google, c'est vrai que c'est pas le roi sur le marché russe. Sur le marché slave, notamment là où le contexte, on va dire, le contenu des sites est très important pour Yandex. C'est le moteur qui est basé sur le contenu, sur la bonne construction des phrases, etc. La traduction automatique, ça ne va pas. D'accord, très bien. Et alors, dans les éléments qui rendent un site persuasif sur le marché russe, quels sont les points clés à considérer? Alors, bah, d'abord, il faut que ce soit en russe. Moi, je dirais que c'est vraiment la règle importante. Après, il faut que ce soit un site avec pas mal de produits, parce que c'est vrai que c'est les sites monobrand qui marchent, c'est les sites qui ont un bon portefeuille de produits à leur disposition. Les sites qui sont bien faits, c'est vrai que c'est aussi c'est quelque chose d'important. Après, c'est des produits un peu exclusifs, je dirais, parce que les Russes sont très curieux. Les Russes, ils adorent comparer des produits, tester des produits, échanger d'opinions. La Russie, c'est le pays numéro un où l'opinion des autres est le plus important. On va dire, par exemple, pour Yves Rocher, nous avons instauré évidemment le call center qui avait une réputation très importante et une réputation qui était très, je dirais, appréciée par les clients parce que nous avons instauré pas mal de process qui menaient à étudier quel est le rapport de la cliente vers la marque pour créer justement cette relation de confiance et pour que chaque cliente que nous avons recrutée puisse devenir l'ambassadrice de notre marque. Parce que c'est vrai que c'est très important pour que les gens puissent parler correctement et positivement de la marque. Et en Russie, ça se fait beaucoup. Par exemple, aussi, il y a un autre phénomène en Russie, c'est les commandes groupées. Moi, je viens de la région très lointaine, je suis née en Sibérie.
Et je vois comment ça se développe. Par exemple, les femmes font beaucoup de commandes groupées pour les enfants. Ça veut dire qu'ils vont sur les sites italiens ou les sites français ou anglais où ils achètent pas mal de produits en cross-border. Et comme la taxation, elle n'est pas appliquée pour les commandes des particuliers, donc les femmes font des commandes groupées. Et c'est incroyable à quel point, avec quelle habilité elles font ces commandes-là. C'est incroyable. Vraiment, c'est une grosse différence par rapport à la population française. D'accord. D'accord, très bien. Et alors justement, là on parle de livraison dans des zones qui peuvent être très très éloignées de grands axes routiers, donc la Sibérie, qui sont finalement assez significatifs d'après ce que tu me disais. Finalement, quelles sont les contraintes de la logistique à prendre en compte quand on veut faire de l'e-commerce en Russie? Il y en a pas mal de contraintes aujourd'hui, mais il y en a moins qu'avant. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la poste russe, c'est pas mauvais. Donc, je sais que parfois dans l'opinion commune ou européenne, on considère que la poste russe n'est pas du tout efficace. La situation a changé depuis 2, 3 ans, parce que c'était la volonté du gouvernement. Et quand le gouvernement veut, après, évidemment, les échelons commencent à bouger et les choses changent. Donc aujourd'hui, la Poste s'est beaucoup modernisée et il y a pas mal de choses qui ont été faites, notamment dans tout ce qui est le service client, tout ce qui est les queues interminables qu'on avait avant, les bornes automatiques sont partout, les heures d'ouverture sont très larges. Donc du coup, c'est vrai que aujourd'hui, c'est plus la vraie galère comme avant, aller à la Poste. Donc ça, c'est vraiment une chose qui s'est améliorée. Et la deuxième chose que j'aimerais te dire, c'est qu'aujourd'hui, 61% des colis sont envoyés par la Poste. Donc c'est vrai que c'est que la Poste qui peut servir tous les codes postaux qui existent en Russie. Donc évidemment, il y a beaucoup d'alternatives qui existent aujourd'hui en Russie pour livrer les colis. C'est tout ce qui est la livraison à domicile, qui est très populaire dans la partie centrale, mais encore une fois, c'est la poste russe qui peut servir tous les petits coins de la Russie si inachevés. Après, autre chose, c'est que la livraison à domicile peut être très chère pour les régions, même si ça existe, ça peut être très cher et même parfois, dans plusieurs cas, n'est pas du tout proposé. Voilà, tout ça, ça n'existe pas, c'est très cher. Et en plus, les entrepôts où il y a le confectionnement des colis se passe, du coup, ils sont souvent disposés dans la partie ouest du pays. Donc, ça veut dire que les délais sont plus longs et peut-être c'est moins confortable finalement de commander par la livraison à domicile. Par contre, il y a d'autres alternatives aussi qui existent en Russie. C'est par exemple des box dans les centres commerciaux. Donc, c'est aussi ce mode de livraison a pris un élan assez incroyable et s'est beaucoup développé en Russie. Donc, ce qu'il faut étudier quand on rentre sur le marché russe, c'est que c'est avec nous qu'on peut étudier quel mode de livraison qui existe sur le marché russe, mais par contre, après, quels pourraient être les modes les plus efficaces pour la marque qui rentre sur le marché. Parce qu'en fonction des marques, évidemment, en fonction du produit qu'on livre, on peut choisir des modes de livraison les plus efficaces. Après, encore une autre chose que je voulais rajouter, par exemple, pour la Redoute, on a vu un reportage il n'y a pas très très longtemps. La Redoute livre les colis aux acheteurs et le colis, avec quelques produits, et ces produits sont essayés par les femmes, en général les femmes, sur place. Ça veut dire que la personne attend que le colis vraiment soit tout vérifié, que tout est en norme, que toutes les tailles conviennent, etc. Et qu'à ce moment-là, le livreur peut partir et prendre de l'argent que pour le produit que la femme a choisi. D'accord. Ce qui nous amène d'ailleurs aux moyens de paiement. Comment on paye les produits sur Internet en Russie? Bon, aujourd'hui, encore aux alentours de 80% de colis sont payés en espèces. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est quand on passe la commande sur le site, on ne paye pas la commande tout de suite, mais en même temps, on sait qu'il faut qu'on paye cette commande qu'à la réception. Ça veut dire qu'on paye cette commande soit à la poste,
soit à la réception, au livreur, comme je viens de raconter le cas avec la Redoute. Donc après, il y a d'autres aussi moyens de paiement, comme par exemple le Yandex Dengi, toutes sortes de e-wallets. Après, il y a aussi WebMoney, les systèmes des bornes Kiwi, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup de moyens de paiement. Mais ce que je comprends, c'est que la majorité de ces paiements sont quand même des paiements avec la poste à la réception. Oui, donc par exemple, chez Yves Rocher, la répartition doit être entre 80% à la réception et 20% en mode électronique. Donc, ce qui veut dire, c'est que c'est vrai que si on rentre sérieusement sur le marché, il faut être prêt à gérer de l'argent en espèces. Ça veut dire que voilà, il y aura des transferts inévitables de l'argent entre l'organisme qui a pris de l'argent et la marque. Après, il y a le choix aussi que font certaines marques de luxe, c'est qu'elles proposent que la carte de paiement, voilà, il faut pas non plus, peut-être travailler hors de la rentabilité. C'est que parce qu'après, il y a aussi la question des retours, des choses comme ça. Donc voilà, il y a quelques moments qu'il faut vraiment mettre sur la table et se dire quelle est la vérité du marché. Et la vérité du marché, c'est que parfois, et même chez Rocher, il y avait des cas où les femmes passent 3-4 commandes en même temps parce qu'il y a des offres qui changent et après, elle choisit juste un seul colis qu'elle a passé une quatrième fois. Donc, c'est vrai que c'est… mais on peut aussi travailler les mécaniques du site. Ça veut dire que si on voit que la femme, elle a commandé 3 commandes, on ne lui permet pas de commander la quatrième. Ou si la femme, elle a commandé déjà 3 commandes et il y avait 2 retours, donc on ne propose plus le mode de paiement à la réception. Donc il y a des choses, il y a des mécaniques qu'on met en place pour que le système reste efficace quand même. Donc ce que je peux rajouter aussi, c'est que il y a des plateformes qui agrègent justement tous les modes de paiement aujourd'hui et c'est pas le mode de paiement précis qu'on veut mettre en place, qu'il faut qu'on mette plusieurs contrats, etc. C'était le cas encore il y a quelques années. Mais aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup plus simple. Ça veut dire qu'il y a une plateforme, on met juste des coches et on met en place le système de paiement tel qu'on veut. Donc voilà. Autre question qui est essentielle, c'est la question du service après-vente. En France, on a l'obligation d'assurer un droit de rétractation aux consommateurs. Est-ce que c'est pareil en Russie et comment ça se passe? Donc, en ce qui concerne le service après-vente, en général, aujourd'hui, les grosses marques pratiquent quand même le call center aussi. Le call center, c'est vraiment très important parce que aujourd'hui, pour la population, comme on va dire la génération plutôt de mes parents, après 50, 60 ans, ce qui est très important, c'est d'avoir un contact. Parce qu'on a cette habitude-là, parce qu'on n'a pas encore l'habitude d'être sur nos devices et de communiquer juste par les réseaux sociaux. Donc, moi, ce que j'ai expérimenté dans mon travail, c'est que comme moi, je travaillais beaucoup avec les produits anti-âge, on a eu beaucoup d'appels où les femmes étaient sur Internet et disaient, voilà, moi, j'ai choisi ce produit-là, est-ce que vous pensez que c'est vraiment un bon produit? Donc, le contact vraiment avec la personne, c'était très important. Même si c'est pas elle qui passait les commandes, même si c'est la conseillère qui passait la commande, pour elle, c'était très important d'avoir une opinion sur le produit. Donc, le call center est très important, non seulement pour le service après-vente, mais en général pour la vente. Pour l'aide à la vente aussi. Voilà. Donc après, aujourd'hui, on développe aussi d'autres services. C'est même par WhatsApp, par exemple. Parfois, il y a des connexions avec des clients. Il y a plusieurs vraiment moyens comment développer le service après-vente. Ça existe. Après, nous avons aussi les services, les vrais services. Par exemple, les retours dont tu m'as parlé, c'est que c'est très compliqué. C'est vrai que la législation, elle est encore très perfectible à ce sujet. Il n'y a pas de règle simple. La Russie est très grande. Donc, du coup, qui va payer le retour? Voilà, c'est pas très clair, c'est très cher. Les délais entre les allées, les retours sont vraiment pas évidents parce que par exemple, quand on garde les produits à la poste, les produits cosmétiques pendant un mois parce qu'on attend notre cliente, elle vient pas. Après, il y a un mois de retour, bah du coup, 2-3 mois passés entre le moment quand le colis est parti de notre entrepôt et revenu dans notre entrepôt. En plus, le traitement, etc., des colis qui sont revenus. Donc, il y a des choses qui sont un peu complexes encore
en Russie, mais il ne faut pas que ce soit une difficulté insurmontable, que ce soit conçu comme ça. C'est que tout le monde cherche des solutions. Pour les produits cosmétiques, les retours, ce n'est pas la question la plus grave, parce que c'est vrai que on retourne rarement les produits cosmétiques, parce que voilà, soit on est dessus, soit on est content, mais on les laisse à la maison en général. Par contre, s'il n'y a pas de défaut. Mais par contre, par exemple, dans le domaine de la prêt-à-porter, là, c'est plus compliqué parce que, évidemment, les tailles ne vont pas, parce que le modèle ne va pas plaire, parce que la photo, elle était plus belle qu'en la réalité, etc. Donc, du coup, dans ce cas-là, comme la Redoute, il y a plusieurs d'autres qui cherchent des solutions et mettent beaucoup de sous sur la table pour justement pour servir d'une façon la plus efficace pour la marque. Parce que c'est vrai que parfois, même AliExpress le fait, c'est la plateforme chinoise qui envoie des produits avec, par exemple, la femme, elle commande des chaussures de la taille 39 et livre 38 et 40 pour que la personne puisse essayer toutes les tailles qui sont la taille qu'elle a commandée, les tailles qui sont autour, donc pour choisir la meilleure taille pour elle. Et donc, du coup, voilà, les solutions sont très différentes et parfois même il y a des sites qui incitent de commander quelques modèles pour que la personne puisse choisir un modèle qui lui convient le mieux au moment d'essayage, par exemple, quand le livreur arrive. Donc, du coup, c'est vrai que la question des retours est assez sensible pour certains secteurs, mais c'est pas quelque chose d'insurmontable. De toute façon, on est sur la voie du développement, donc on est sur la voie de perfectionnement, et moi, je dirais il y a beaucoup d'avancements qui ont été faits dans ce domaine-là. D'accord, très bien. Et alors, pour finir, finalement, on a quand même beaucoup de choses à anticiper. C'est pas quelque chose qui s'improvise. Est-ce qu'il y a d'autres contraintes réglementaires qui te semblent essentielles à prendre en compte? Est-ce qu'on a fait le tour? Moi, je dirais que c'est une des choses importantes aussi, c'est la question de certification. Donc, chaque entreprise, il faut qu'il se renseigne par rapport à l'homologation des produits, si c'est nécessaire de le faire ou pas. Parfois, ça peut prendre un mois, 3 mois ou plusieurs mois en fonction des produits. Quand on parle de nouveau du cas Yves Rocher, on avait quelques produits qui exigeaient justement l'homologation pendant plusieurs mois. Donc, ça veut dire que même si demain on veut lancer des produits en Russie, c'est pas tout de suite. Donc, il faut vraiment se renseigner par rapport à la certification au moment de la décision. Ça veut dire que voilà, si tout le process du lancement de la Russie va prendre 1 ou 2 ans, donc du coup la certification peut prendre autant de temps. C'est moins compliqué qu'en Chine, mais c'est aussi assez compliqué. Donc voilà, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui me vient à l'esprit, c'est peut-être la loi sur les données personnelles. Donc la loi sur les données personnelles, c'est quelque chose d'exclusif qui existe en Russie. La Russie, c'est un pays qui se veut indépendante. Donc, du coup, on est toujours à la recherche des choses qui pourraient protéger les citoyens russes. C'était l'objectif justement de cette loi-là, le contrôle des données personnelles des citoyens russes, ce qui peut-être pas très clair, mais bon, voilà, la volonté, c'était ça. En 2014, c'était la panique à bord parce qu'on ne savait pas comment gérer cette information-là et on ne savait pas quels étaient des cailloux sous l'eau qu'on ne voyait pas. Mais finalement, aujourd'hui, voilà, tout a pris sa forme et il n'y a pas de grosses difficultés. Et alors, ça se traduit concrètement comment par rapport à l'e-commerce? Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à cette loi? Donc, par rapport à cette loi, ce qu'il faut faire, c'est que si on traite les données personnelles en commençant juste par la collecte des adresses pour faire la prospection, c'est qu'à ce moment-là, il faut garder les données personnelles sur les territoires russes. Ce qui veut dire, c'est que on ne peut pas avoir recours à des serveurs européens. Il faut que vraiment les serveurs, physiquement, soient localisés sur les territoires russes. Ça veut dire que même, logiquement, pour les cas de cross-border, il faut que les données soient localisées sur les territoires russes. Mais pour les autorités, c'est un petit peu plus compliqué, évidemment, de contrôler les sites qui se trouvent hors des frontières russes. Par contre, ce qu'il faut aussi retenir, c'est qu'il n'y a pas de contrôle de masse. Donc, il ne faut pas avoir peur tout de suite que c'est tout de suite le contrôle va être dans votre entreprise. C'est que ce qu'il faut se dire, c'est que de toute façon, ce n'est pas un négligé. C'est qu'à un moment donné, ça peut venir.
Aujourd'hui, les cas qui sont vraiment très médiatisés, c'est le cas de LinkedIn et WeChat, qui sont bloqués justement par rapport à cette situation-là. Par exemple, Twitter et Facebook n'ont pas encore donné aussi des informations assez précises par rapport au serveur où ils gardent les informations. Bon, voilà, il y a des discussions, mais les autorités russes ont montré clairement, c'est que même le réseau aussi puissant comme LinkedIn peut être bloqué du jour au lendemain. Ce qui s'est passé. À quelques reprises, ils ont fait des demandes de transfert des bases de données et ça n'a pas été fait, bloqué. Les Russes n'ont plus d'accès à ce réseau. D'accord, très bien. Et finalement, ce que je comprends de notre entretien, c'est que aller sur le marché russe, ça implique des compétences fortes et finalement, quelles sont les compétences clés à réunir s'il fallait les résumer? Et qu'est-ce que peut apporter une agence comme, Dashkeeper, à un projet d'export en Russie? Donc nous, on est des experts dans le domaine digital, tout ce qui est la promotion et la notoriété des produits. Donc du coup, moi, ce que je dirais, ce qui est très important d'avoir en tête, c'est qu'il faut que votre entreprise, votre agence qui est en face de vous, soit vraiment un expert et spécialiste dans le marché russe. Ça veut dire qu'il ne faut pas s'adresser juste à une agence française à laquelle vous faites confiance et pour qu'elle vous fasse un petit peu de search, etc. sur Google. Donc il faut vraiment aller voir les gens qui travaillent en Russie, donc qui se trouvent localement en Russie. Donc voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'il faut que ces gens-là soient expérimentés. Ça veut dire qu'il faut que cette expertise soit expérimentée vraiment sur tous les formats qui existent en Russie. Ça veut dire qu'il faut que les personnes sachent quelles sont les particularités du pays. Admettons que, voilà, on parle de juste des formats qui existent dans le métro. C'est un format qui est le format de Wi-Fi. Donc, du coup, les gens qui se connectent sur Internet dans le métro à Moscou, à Saint-Pétersbourg, c'est énorme. Donc, du coup, il faut vraiment savoir comment targeter, que ce format existe, combien ça coûte, etc. Et troisième chose, qui est peut-être une des choses les plus importantes, c'est qu'il faut que l'agence ait de bons contrats. Pour que l'agence ait de bons contrats, c'est qu'il faut que l'agence ait assez de volume avec des plateformes de trafic les plus importantes en Russie. Donc, que dans ce cas-là qu'on peut recevoir des conditions vraiment les plus intéressantes pour l'achat d'espace. Donc, pour regrouper encore une fois les trois choses, c'est l'expertise, compétence et le relationnel. Donc voilà les trois choses qu'il faut retenir. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Anna pour toutes ces précisions. Je pense que c'est des éléments absolument cruciaux pour pouvoir prendre des décisions sereinement sur l'opportunité ou pas d'aller sur un marché comme le marché russe. Donc finalement, un marché rempli d'opportunités, hein, d'après ce qu'on peut comprendre, qui est presque aussi gros que le marché français en termes d'acheteurs, voire plus gros en termes de volume, qui est encore très délaissé, hein, finalement, beaucoup moins de concurrence que sur le marché français, et avec en plus des acheteurs qui ont du pouvoir d'achat et qui sont prêts à acheter et qui sont parfois mal desservis. Donc, beaucoup d'opportunités. Bon, oui, c'est vrai. Je voulais te remercier justement pour cette invitation. C'est vrai que c'est très important de parler de la Russie parce que souvent, surtout pendant cette période très complexe au niveau économique, politique, on parle de la Russie comme un diable. Donc, du coup, c'est vrai qu'il faut dédiaboliser la Russie pour inciter les gens à étudier la question, surtout par rapport au secteur où ils se trouvent. Donc, c'est notamment dans ces domaines-là que l'agence Dashkeeper peut aider justement pour élaborer la stratégie 360 degrés pour voir est-ce qu'il faut les magasins, est-ce qu'il ne faut pas les magasins, est-ce qu'il faut juste le e-commerce, est-ce que le e-commerce est viable, etc. Donc, voilà, des choses comme ça qu'on peut étudier ensemble et se dire est-ce que la Russie peut avoir un potentiel pour ce secteur-là. Donc, c'est vrai que c'est ça qui est peut-être le plus important, d'étudier d'abord la question et de ne pas fermer la porte. Il faut frapper à cette porte parce que c'est vrai que la Russie, c'est un pays à un grand potentiel et demain, ça peut être tard parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la période d'assainissement qui s'est passée un peu comme ça, d'une façon fortuite parce que c'est vrai que c'est en 2014, on ne savait pas à quoi s'attendre. Mais pendant les 2 ans, on a expérimenté quelque chose
qu'on a déjà connue en 2009, c'était la crise. Donc, du coup, on recommence une autre histoire, parce que c'est vrai que la situation du marché d'aujourd'hui, elle est différente d'il y a 2 ans. Il y a 2 ans, on ne pouvait pas avoir les places commerciales qu'on a aujourd'hui dans les centres commerciaux parce que c'était trop cher, parce qu'il y avait trop de monde. Et aujourd'hui, c'est plus pur, c'est plus sain. Les sites qui étaient gonflés par l'argent des sponsors sont partis, ont fait faillite, et donc du coup aujourd'hui il y a pas mal de places qui s'est libérées. Et donc peut-être surtout pour les grosses entreprises qui ont une politique de long terme, qui ont des stratégies qui n'ont pas la rentabilité à 2 mois. Donc du coup c'est pour ces entreprises-là, peut-être il faut vraiment faire attention et se dire, est-ce que c'est le marché où on peut prendre une grosse part de marché pour aller vraiment très très loin avec Virus. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Anna. Et puis, merci à tous les spectateurs qui vont regarder cette vidéo, de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si vous êtes ici, merci beaucoup. Et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.